Je me présente, Olivier Nalès, je suis le trésorier de France Olive, jusqu'à quelques autres missions, et aujourd'hui j'aurai comme mission de l'animer, donc pas d'intervenir, et d'écouter nos intervenants. Donc l'objectif, c'était de réunir un plateau plutôt, j'allais dire, de compétences commerciales, hein, c'est-à-dire une connaissance du marché, et je laisserai chaque intervenant se présenter. C'est aussi, et je remercie Ghislaine d'être là, avoir la vision de quelqu'un qui a, j'allais dire, un double ADN, un ADN historique de grande distribution, mais qui, sur le tard, a ouvert les yeux et s'est dit l'oléiculture, c'est l'Eldorado, j'y vais. Il va vous expliquer, puis bien sûr, notre président Laurent Bélorger. Donc on va se donner une petite heure. L'objectif est que ce soit interactif, hein, n'hésitez pas. On va commencer par une petite présentation des 4 intervenants, mais n'hésitez pas à poser des questions et je vous relancerai pour vous poser des questions. Je vais commencer, honneur aux dames, comme on dit. Mariana, je vais te laisser te présenter, secrétaire générale de Fée d'Olive. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je dois en premier lieu remercier France Olive pour l'invitation. C'était un plaisir d'être ici avec vous et apprendre sur le secteur en France. C'est très différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Moi, je suis Mariana Mato. Je m'excuse aussi pour mon français. Pardon, parce que peut-être, ouais, c'est vrai, mais même parfois je m'oublie des mots et je m'excuse pour ça. Bon, je suis Mariana Mato, je suis la secrétaire générale de Casa do Azeite. C'était la maison d'huile d'olive. C'était une association portugaise qui représente les marques d'huile d'olive au Portugal, qui commercialise au marché intérieur, mais aussi qui fait des exportations vers 70 pays différents sur le monde. Depuis un an, je suis aussi la secrétaire générale de Fée d'Olive, qui c'était la fédération européenne des industries de l'huile d'olive jusqu'à la prochaine année. Et on représente toute l'industrie, toutes les marques qui sont commercialisées pour les pays producteurs européens, qu'ils soient Portugal, Espagne, France aussi, Grèce et Italie. Fée d'Olive fait la représentation du secteur à Bruxelles. On fait des négociations, on entrevoit au niveau politique et même aussi régulatoire dans les discussions avec la Commission. Mais c'est vraiment une association de représentation et de lobby dans le bon sens du lobby, de faire de la défense des intérêts des entreprises. C'est inévitable de faire un peu la comparaison, c'est ça, entre ce qui s'est passé 20 ans avant à Portugal et ce que j'écoute ici en ce moment particulier de la filière en France. Et je veux faire une petite histoire, ce qui s'est passé là, quels sont les problèmes qu'on a en ce moment et de cette croissance du secteur à Portugal, parce que dans les années 2000, Portugal produit 30 000 tonnes. C'est pas suffisant même pour notre consommation intérieure. Nous étions des importants importateurs. Et nous avons un problème c'était pas attractif le secteur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? La chose plus importante, c'était la conclusion d'un barrage au sud de Portugal, qui c'est un des plus grands d'Europe.
et il avait de l'eau disponible. Après ça, l'autre facteur très très important, c'était la dimension de la propriété. Au sud de Portugal, la dimension moyenne dans cette région qui c'était maintenant la grande producteur d'huile d'olive, c'était 300-400 hectares, mais il y a des exploitations avec des 1000-1200 hectares. Il avait une possibilité d'investissement à une échelle intéressante. Il avait aussi la politique commune qui a détaché la production, les aides de la production, et il était possible de faire des grands investissements au secteur. Il avait aussi c'était le début des nouvelles technologies de production avec comment vous disiez, les super intensifs. Pour la petite histoire, en lexique, ce que les Espagnols appellent le super l'intensif, ce sont globalement ce qui se ramasse au buggy. Le super intensif, c'est ce qui se ramasse à la machine à vendanger. Ouais. Et que nous, on trouve beaucoup plus joli d'appeler la haie fruitière. Un fruitière. Parce que super intensif, c'est super, c'est super. Parce que nous avons des problèmes spécifiques avec le mot super intensif. C'est pas bon pour les écologistes et tout ça. Ils se posent des questions. Alors, la production fruitière, c'était magnifique. Mais l'option au Portugal, à ce moment-là, c'était parce qu'il y avait des conditions spécifiques, la grande propriété, la disponibilité d'eau, et autre chose très favorable, qui c'est les conditions de sol et climat. Nous avons des oliviers là, dans cette région, et tout le Portugal, pendant tous les temps. C'était une production que tout le monde connaît. C'était dans notre agriculture traditionnelle. Il y avait une grande connaissance sur le secteur aussi. Et ces conditions, et d'autres conditions comme ça, c'était les principales, ont fait une attraction d'investissement, mais très fort, même pour des fonds d'investissement, parce que tout ce qui s'est passé, c'est intensif pour la production, mais aussi pour le capital. Il y avait un fort investissement public pour la conclusion de la barrage, mais aussi privé sur les plantations, les nouvelles plantations. Bon, tout ça, ça a passé. On arrive maintenant avec une production qui c'est environ 200 000 tonnes et en croissant, dans une tendance croissante. Sur 25% des hectares qui sont dédiés à la production agricole. Ces 25% irrigués au sud de Portugal produisent 80% de la production aujourd'hui. 80% des 200 000 tonnes, environ 180 000 tonnes, proviennent de 25% des hectares qui sont irrigués, de la surface, merci, irrigués au Alentejo, à la région sud de Portugal. Mais on a une question, c'est pas c'est une petite question avec les 75% de la surface qui c'est toujours et qui reste toujours traditionnelle, un peu comme votre production en province. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à les prix de vente que vous avez ici, ni près de ça. On arrive à quelque chose comme un peu plus, mais pas plus que la production des oliviers à fruitières au sud. Et ça pose des questions très, très défiantes pour le secteur là. Alors, les conditions principales, même au Portugal, c'est pas possible de faire
comment ça pas dire, reproduction, pas se répéter. Elle ne peut pas se répéter parce qu'on n'avait pas dans d'autres régions les capacités de faire la production fruitière. Soit à cause de la dimension de la propriété, qui c'est un facteur très important pour l'investissement, la capacité d'investissement, soit pour le déclive, le relève, soit même pour le climat. Et il y a des conditions impossibles de faire des autres régions. J'ai écouté ici que Bordeaux, c'est sur le parallèle 45, latitude 45, et c'est les limites de la production pour l'olivier. Bon, ça peut changer un peu avec les changements climatiques, mais c'est les limites et c'est vraiment différent au point de vue de la production. Alors, dans les productions très favorables qu'on a au Portugal, c'était possible de faire un chemin sur 20 ans, très, on a multiplié par 6 la production. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec toute cette huile d'olive? C'est ça que je dois raconter aussi pour être complètement véritable. Je ne sais pas si c'est sincère, ça se dit? Sincère, ouais. Aujourd'hui, on avait un problème. Nous avons 80% de notre exportations sont en vrac, sans quelque valeur ajoutée. On exporte un vrac vers Espagne et vers Italie. Qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire que l'huile d'olive qu'on produit au sud du Portugal va être vendue comme huile d'olive européenne par des marques d'autres pays. Ça pose un problème, mais je crois que nous devons faire quelque chose. Vous avez une situation différente, je crois, parce que la marque huile d'olive de France est reconnue pour les Français. Vous avez aussi tout un marché qui dépend des importations qui pourra faire une substitution et profiter des prix que vous avez pour le huile français, d'origine française. Pour nous, c'était un peu plus difficile de faire ça parce que notre AOP et notre production certifiée, c'est seulement 3% de la consommation d'huile d'olive en Portugal. Et on peut comparer ça avec 50% que j'ai coté ici. C'est vraiment faible, les AOP et l'importance de les AOP et bio, c'est presque la même chose. Alors, on doit faire quelque chose sur ça et développer la marque Portugal aussi. Au point, pas les signes de qualité, c'est ça, merci. Du point de vue de l'Europe et des défis qu'on a, ça se dit, des défis qu'on a sur la production européenne, je suis très optimiste parce que je crois que tout ce qu'on a produit en plus sur les 20 ans, dernières 20 ans, on a mis au marché. Nous avons un monde qui a découvert tout à fait l'huile d'olive. Et pour ça, je crois qu'on peut continuer à développer la production et on trouvera de marché pour le vendre. J'ai parlé de... Tu as déjà développé beaucoup de choses. On reviendra s'il y a des questions. Ce que je voulais que vous reteniez, c'est que le Portugal est passé, disons, d'une moyenne de 50 000 tonnes d'huile il y a une vingtaine d'années à plus de 200 000 tonnes et va continuer à progresser. C'est planté 100 000 hectares de haies fruitières en 10 ans. Bon, pour les raisons qu'a expliqué Mariana. Même pas 100 000. Même pas 100 000. Oui, 80 000. Oui, bon, on n'est pas loin des 100 000. Et il y a un deuxième point que sur lequel je voulais insister pour que vous l'ayez, parce que dans la compréhension du débat, et je vais après passer la parole à Ghislain pour qu'il
il ouvre sa partie, c'est la notion de propriété de 400, 500, 1000 hectares, c'est-à-dire un écrasement des coûts par des structures qui, actuellement en France, sont assez peu fréquentes. Voilà, c'est des éléments qui sont importants, mais je pense que Ghislain va insister aussi sur cet aspect-là. Et je te laisse. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Ghislain Gobert, je suis oléiculteur dans les Pyrénées-Orientales. Comme l'a indiqué Olivier, je ne suis pas né dans un olivier, ça aurait fait longtemps, mais j'ai fait un parcours dans la grande distribution et à un moment où certains pensent qu'à va partir à la retraite, moi j'ai commencé un nouveau métier. Ce nouveau métier, c'est celui d'oléiculteur. Pourquoi je l'ai fait, pourquoi et comment, et à travers l'expérience que j'ai vécue, et en aucun moment je veux être un donneur de leçons, mais juste de faire partager une expérience. J'ai voulu partir dans l'oléiculture avec le constat que tout un chacun a fait et que les réunions d'aujourd'hui ont fait aussi, qui est la faiblesse de la production française en huile d'olive, eu égard à sa consommation. Une huile d'olive française qui est peu représentée en particulier dans les rayons de la grande distribution, pour pas dire qu'elle est quasi absente. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de la production française est en olivier traditionnel, en exploitation traditionnelle, ce qui est l'histoire, ce qui est tout à fait respectable et qui ne pose absolument aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, les coûts de production, comme ça vous a été démontré précédemment, nous incitent à penser, en particulier à travers le prisme de la main-d'œuvre, d'une part de son coût et d'autre part de sa rareté, qu'il convient d'essayer de mécaniser ce secteur-là. Et donc, de poser quelques prérequis qui sont indispensables. Le Portugal est un exemple de ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est de prendre des grosses exploitations qui avaient l'accès à l'eau et d'y planter, avec force investissement, en particulier via des fonds de pension, 80 000 hectares d'oliviers et fruitières. En France, un tel scénario est difficilement envisageable, de par l'histoire de notre agriculture, des exploitations en dessous du 45e, de la latitude 45 de notre territoire, qui font 400 hectares, il y en a très peu. Je vais le dire comme ça, je pourrais être plus péremptoire. Aujourd'hui, on est en présence d'un parcellaire très fragmenté, et pour fonctionner en haie fruitière, il faut se repositionner sur ce qu'est cette exploitation. Cette exploitation, c'est de dire, je vais planter en haie avec un espacement, on peut discuter de 4 à 5 mètres et de 50 à 2 mètres d'espacement, mais chaque tournière doit faire à minima 8 mètres. Pourquoi ? Parce qu'on a une récolteuse qui fait 4,50 m de hauteur, 3 mètres de large et 4,50 m de long, et que ça ne tourne pas des mouchoirs de poche, cette affaire. Donc, il faut avoir des tournières conséquentes, de 8 mètres à chaque bout. Si vous avez 1 hectare, vous avez planté 600 arbres, quoi. Donc ça ne va pas le faire. Donc, il faut des parcelles de belle taille, idéalement de 10, de 20, de 30 hectares, mais bon, ça se trouve pas sur la patte d'un cheval par chez nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette récolteuse, qui est en fait sur l'exploitation le point bloquant, parce que tout le reste peut se faire de façon quasi traditionnelle, c'est que cette machine se déplace difficilement. Difficilement de par sa taille, je viens de l'indiquer, sa vitesse, mais surtout sa hauteur, qui fait qu'une récolteuse à olive ne passe pas sous les ponts. C'est très con, mais si vous avez un pont sur votre trajet, ben, il faut faire le tour. Et quand vous faites le tour, ben, vous rallongez les délais. Et les délais, c'est qui paye le transfert. S'il y a un câble électrique, vous ne passez pas. S'il y a des branches en travers, vous ne passez pas. S'il y a des pattes trop fortes, vous ne passez pas. Donc, ça fonctionne très bien. Mais il faut faire attention, lorsqu'on va dans cette direction, que tous ces points-là aient été identifiés en amont pour éviter de se retrouver coincé le moment venu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour faire une exploitation fruitière en France, il faut trouver des parcelles
de belle taille, 10, 20, 30 hectares. Une exploitation avec de la surface où ces parcelles-là, dans un périmètre très regroupé pour limiter les transferts de la machine, et avoir accès à l'eau. Aujourd'hui, une haie fruitière en sec, en France, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne en Espagne parce qu'ils compensent le faible rendement par, d'une part, des parcelles très grandes et d'autre part, bon, l'ensoleillement qui aide en ce sens et le fait que, moi je viens d'un pays où il y a du vent, la tramontane, d'autres c'est le Mistral, mais enfin c'est le même. Il faut palisser si on veut avoir des arbres qui soient à peu près droits. Et à peu près droits, c'est pas que pour l'esthétique, c'est que s'ils rentrent en travers de la machine, ben la machine peut vous les arracher. Ce qui va franchement le but du jeu. Donc, le palissage qu'on rajoute en France, l'irrigation et la plantation, bien évidemment, font que vous arrivez à un coût de plantation à l'hectare. Je n'ai pas été au début de la présentation économique de tout à l'heure, mais pour faire simple, en fonction de ce que vous faites ou ne faites pas, qui peut fluctuer entre 8 et 10 000 euros hectare. Et je donne cette valeur par rapport à, voilà, à tout un tas de marchands de rêve qui vous proposent ça à 15 000. Donc, bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais la réalité économique, c'est celle-ci. Il faut rajouter après les 2 ans d'amener en culture qu'on estime à 4 Bien 000. évidemment. Donc, c'est pour ça que l'amener en culture d'un verger en haie fruitière, entre 15 et 20 000 euros, on n'est pas faux. Voilà, donc, quand on a déjà intégré ces paramètres, il convient de voir que cette exploitation, pour qu'elle soit viable et intéressante économiquement, il lui faut, je le répète, une certaine taille. Alors, à travers ça, je n'essaie pas de jouer les donneurs d'ordre, les redresseurs d'auteur, ou je ne sais trop quoi, mais simplement de décrire une réalité économique, parce que moi, je ne supporterai pas qu'on me propose un rêve qui finirait dans le mur au bout de 5 ou 7 ans. Et c'est ce que, malheureusement, je vois un petit peu se dérouler dans certains endroits, et en particulier par rapport aux difficultés du monde viticole, que je connais bien pour y être né. Aujourd'hui, bon nombre d'exploitations sont dans des situations financières un peu compliquées, et leur dire qu'il va falloir investir 20 000 euros, les 10 000 plus les 2 x 4, en attendant la première récolte, mais que, eu égard à la santé financière, cette personne va investir que sur 3, 4 ou 5 hectares en fonction de ses besoins. Économiquement, ça ne va pas le faire. Donc, il faut être très prudent sur cette vision. Il faut y aller si on a les prérequis que j'ai décrits tout à l'heure, faute de quoi le modèle économique ne va pas fonctionner. Donc, il faut être parfaitement conscient de ça. Moi, si j'ai accepté, sur l'invitation d'Olivier, à participer à cette tribune, c'est justement pour essayer d'alerter ou d'éviter des écueils à certains à qui on n'aurait pas donné toutes les clés de ce modèle économique. Donc voilà. Pour autant, puisque la thématique c'est le marché, moi je considère que si on arrive à cocher les cases de ce que je viens de décrire, il y a une évolution très intéressante à faire sur ce marché-là dans notre région. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui, d'un point de vue climatique, indépendamment du changement que tout le monde connaît, coche les cases qui vont bien pour une activité oléicole d'envergure, et que le marché français est quand même demandeur de cette production Badger France. Le marché est demandeur. Aujourd'hui, certains dans la salle le savent encore mieux que moi, on ne peut fournir à toute la demande que certains font, parce qu'on a des structurations d'exploitation qui ne permettent pas d'arriver à des coûts qui rendent ce produit accessible. Je m'explique. Une huile d'olive standard origine UE à un prix au litre qui fluctue entre 6, 7 et 10 euros. Le prix de vente d'une huile d'olive française en traditionnel, vous le connaissez, c'est
va donner un chiffre de 25, mais bon, 25 à 30. Donc voilà. Entre les deux, il y a un trou. Entre 10 et 25, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on se rend compte qu'il y a une appétence des consommateurs pour cette origine France à partir du moment où elle est à un prix qui la rend accessible. Il est évident que le consommateur moyen, eu égard au revenu national, ne va pas utiliser une huile à 25 € le litre pour faire sa salade tous les soirs. Mais peut-être que si ce prix-là se situe entre 15 et 20 €, un effort financier pour une partie de la population, pas toute, hein, mais pour une petite partie de la population, peut être fait. Et à ce titre-là, on peut développer une production nationale qui diminuerait le volume des importations et qui assurerait une certaine petit chauvinisme, pour travailler des productions locales, ce que un petit peu tous les distributeurs essaient de revendiquer aujourd'hui. On va continuer le tour de table. Christophe Bonnoir, donc directeur général. Alors, je vais te laisser te présenter pour ne pas oublier de part de tes titres. Moi, j'en ai qu'un ce soir, c'est directeur général de Le Sieur. Donc on distribue, nous, en France, les marques Puget, Soleil, Costa d'Oro, que vous connaissez bien. On est encore leader, même si on s'est fait grignoter des parts de marché de manière assez cuisante ces dernières années avec la hausse des prix. Donc d'abord, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, hein, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. La raison pour laquelle je suis là, c'est pas tellement pour parler de mes marques, mais davantage pour parler un petit peu de comment le marché aussi a évolué et quelles sont les attentes des consommateurs dans un contexte où, après la sécheresse qu'on a connue en Espagne pendant quelques années, le prix de nos huiles ont flambé. On voit bien que les attitudes et la question de l'accessibilité, hein, c'est un mot qui a déjà été prononcé, mais qui est un mot extrêmement important, est devenu en fait un facteur clé sur la commercialisation. Ma collègue a pu dire à un moment donné que effectivement, si on produit pour finalement vendre du vrac sur le marché mondial, finalement à un prix auquel on se retrouve concurrencé avec des huiles tunisiennes ou du sud, en tout cas de la Méditerranée, à des prix qui sont inférieurs à 3 €, ça devient très très vite très compliqué quand on regarde un peu les ordres de grandeur de ce qu'on a vu ce matin. Donc l'enjeu, c'est bien quand même d'aller chercher notre consommateur en France. Et une des raisons qui nous ont aussi qui m'a amené à être là avec vous ce soir, c'est que Olivier, il y a 18 mois, m'a dit on arrache des vignes dans le sud de la France. Avril, qui est la société qui en fait détient la société Le Sieur, a dans son ADN la capacité à monter des filières agricoles. Hein. Nous, on est né de la capacité à développer finalement des débouchés pour le colza, le tournesol et l'ensemble des huiles végétales. Et donc c'était un peu notre métier, hein, que de créer des débouchés pour finalement satisfaire aux besoins des agriculteurs sur finalement ce lien entre la parcelle et le client dans le linéaire du supermarché. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et donc on a creusé la question. J'ai entendu d'ailleurs parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, nous on est parti du constat qui serait plutôt favorable d'ailleurs à la France, puisqu'en fait les zones aujourd'hui où on a de la culture de l'olive vont subir de manière peut-être plus ardente, si je peux me permettre le terme, les effets du réchauffement climatique. Et on a vu des zones qui finalement, à horizon de la fin du siècle, hein, autour de 2100, finalement sont assez préservées de ces périodes de très forte chaleur et canicule. Et c'est plutôt les zones les plus septentrionales, finalement, de la zone de culture de l'olive. Et on se retrouvait, et c'est AXA Climate, hein, qui est la filiale de l'assureur qui a travaillé là-dessus, on se retrouvait avec finalement des régions aquitaines qui étaient plutôt pas mal positionnées. Donc on a cédé un peu aux demandes d'Olivier qui nous dit est-ce que le groupe Avril peut s'intéresser à cette question. Et on a donc creusé un petit peu tout ce qui a déjà été fait, hein, par notre agroéconomiste là tout à l'heure, pour arriver un petit peu aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que on se rend compte que c'est très très compliqué d'être concurrentiel vis-à-vis de l'Espagne. Il y a une des raisons d'ailleurs qui n'a pas été citée dans les raisons dans les causes de la compétitivité de l'Espagne, qui est celle qui tient d'ailleurs au rapport à l'eau. C'est vrai que je vous rappelle un peu les épisodes de bassines, etc. En France, on a parlé de barrages
au Portugal, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, hein, tout simplement. Et c'est vrai que nos concitoyens ont encore pas tout à fait compris ça. Hein. Ils arrosent bien leurs plantes dans leur jardinière, mais pas compris que pour faire pousser des plantes, il fallait quand même de l'eau. Donc le rapport finalement dans notre pays à l'eau est un obstacle supplémentaire. Toutes les fruitières en Espagne sont irriguées quasiment. Et on arrive à des rendements qui sont plutôt qui atteignent les 1800 litres par hectare. Donc on arrive à des niveaux de rendement qui permettent d'écraser aussi la structure de coût, ce qui est beaucoup plus compliqué sous nos latitudes. Il y a un autre élément qui n'a pas été évoqué non plus, puisque c'est une table ronde, je me permets de rebondir sur des éléments qui me paraissent aussi à prendre en compte, c'est les éléments financiers. C'est-à-dire que pour investir, il faut emprunter ou il faut mobiliser ses revenus, enfin, ou ses avoirs, son patrimoine. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plus ce qu'ils étaient il y a quand même encore pas très longtemps. Et il faut rémunérer le capital aussi. Donc quand on est une entreprise industrielle comme la nôtre, et qu'on met tout ça bout à bout, on arrive un petit peu à ces conclusions. C'est que finalement, le super intensif, comme il est appelé en Espagne, ne nous est pas permis pour des raisons, je dirais, d'acceptabilité de ce type de culture en France. Les investissements à réaliser sont extrêmement importants, et tout ça nous amène quand même globalement à des prix effectivement qui se situent de toute façon au-delà de 15 €, prix au-delà duquel on a perdu 80% des consommateurs. Donc aujourd'hui, 60% de la consommation des huiles d'olive en France, c'est inférieur à 10 €. Donc, on n'a pas entendu parler de MDD. Prix de vente consommateur. Prix de vente consommateur, c'est-à-dire qu'il y a la marge du distributeur, etc. Je ne veux pas rentrer dans les poches de mon collègue, mais voilà, tout le monde doit gagner sa vie dans cette affaire-là. Et effectivement, les marques qui aujourd'hui se développent de manière extrêmement forte en grande distribution sont des marques qui sont plutôt positionnées sur le segment qu'on appelle Access, qui est plutôt le segment 7, 8, 9 € maximum, le litre, sachant que certains ne vendent plus d'huile d'olive au litre, mais en 75 centilitres, ce qui permet finalement une impression d'accessibilité de ces huiles à des prix qui, effectivement, là, deviennent tout à fait accessibles pour des consommateurs qui, peut-être ne s'en rendent pas non plus complètement compte, achètent souvent quand même des produits qui sont très, très inférieurs à ce que nous serions capables de produire dans notre pays. Il suffit de regarder, pour ceux qui s'y intéressent, que choisir. On verra qu'il y a quelques huiles qui se classent lampantes. Et c'est justement celle-ci qu'on va retrouver à des prix extrêmement compétitifs. Donc nous, on n'a pas envie de jouer dans cette cour-là, ni d'ailleurs avec notre marque Puget, ni avec les différents partenariats qu'on peut entretenir avec des moulins au travers d'un certain nombre de dispositifs qui nous permettent aussi de proposer de la MDD aux distributeurs. Bref, la vraie question qu'on doit se poser avant, à mon sens, d'investir dans ce secteur, c'est celui de la capacité à rencontrer ses clients. Et quand bien même, je crois aussi qu'il y a une forme de patriotisme économique qui existe dans notre pays. Souvent, le consommateur, dans le linéaire, a tendance à l'oublier et à plutôt choisir une bouteille qui va être relativement bon marché, qui va être soit UE, soit parfois non UE, de plus en plus non UE. Et donc c'est cette équation-là qu'il faut résoudre. C'est comment est-ce que, avec les prix qu'on a pu voir ou les coûts de production qu'on a pu voir tout à l'heure, qui me paraissent tout à fait réalistes, est-ce qu'on est capable de créer finalement un nouveau segment, quelque part au milieu, c'est-à-dire entre 15 et 20 €, qui paraît être un peu la zone grise sur laquelle il y a finalement une offre qui est pas très abondante et sur laquelle peut-être 5-10% des consommateurs français sont prêts à venir chercher une marque qui reste à inventer. Hein. Moi, quand on a retrouvé Puget dans les rayons des supermarchés en 2024 à des prix qui parfois ont frisé les 15 € le litre, hein, et ça c'était lié en fait au coût de la matière première en Espagne, on a reçu des mails d'insultes. On était des voleurs, c'était inimaginable que finalement une huile d'olive soit vendue, en plus un peu populaire quelque part, produit plutôt de consommation courante, soit vendue à ce prix-là. Donc il y a vraiment une espèce de paradigme qui nous conduit en fait à nous interroger tous avant de prendre des décisions d'investissement. Et la décision qui a été prise chez nous, c'est pour l'instant de ne pas accompagner cette transformation
voulu notamment de la viticulture vers d'autres types de débouchés, parce qu'on considère qu'il n'y a pas ni la matérialité économique en termes de production, ni la capacité à créer les débouchés suffisamment, je dirais, volumineux pour pouvoir envisager une filière française qui soit gagnante sur l'ensemble de la filière, du producteur finalement jusqu'au consommateur. Donc j'ai essayé d'être assez bref, mais voilà un peu les constats. De toute façon, ensuite, on finit le tour de table et ensuite vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants. Donc je finis par Laurent Bélorger. Oui, donc bon, je suis intervenu plusieurs fois, donc je suis le président de France Olive. Je suis avant tout oléiculteur dans la vallée des Baux-de-Provence. Donc, bon, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous donner une vision globale et de faire un état des lieux de la situation, aussi bien technique que du marché et économique. En tant qu'interprofession reconnue, bon, c'est notre rôle de vous présenter ces chiffres. On n'est pas là pour dire tel projet ou tel projet doit se faire ou ne doit pas se faire. Ce qui est important, c'était d'informer correctement les porteurs de projets sur les réels coûts et de faire en sorte qu'ils soient informés et qu'on ne nous dise pas dans 5 ans qu'on ne l'avait pas dit. Après, s'il y a des messages à faire passer, c'est vraiment au niveau technique, la culture en haie fruitière est plutôt élitiste. Il faut être très bon. Et on n'a pas les mêmes rendements qu'en Espagne, ça a été dit plein de fois. L'autre chose, c'est, et ça c'est important et c'est valable dans toute l'agriculture, il faut maîtriser sa commercialisation. Donc il y a plusieurs modèles, hein. Il y a le modèle coopératif, il y a les regroupements, on a dans la salle le représentant de l'UDOL, hein, qui est l'Union des domaines oléicoles, qui aujourd'hui commercialise, détient à peu près la plupart des marques distributeurs en huile d'olive de France. On a la directrice de Terroir oléicole de France, pareil, qui à eux deux, ils se partagent toutes les marques distributeurs françaises, et peut-être avec vous maintenant. Mais voilà, donc vous êtes avec, donc vous êtes ensemble. Mais donc voilà, donc il faut vraiment se regrouper. Modèle coopératif, union de domaine, ce qu'on veut, mais il faut maîtriser sa commercialisation. Penser qu'on va produire et qu'il y a quelqu'un qui va vendre pour vous, c'est complètement utopique. Donc là-dessus, être vigilant. Et puis la dernière chose, c'est que l'agriculture, c'est une affaire de centimes. Et donc aujourd'hui, France Olive peut vous orienter vers les bons conseillers, vers les bons ceux qui vont vous aider à planter, vers les bonnes sociétés qui peuvent vous intégrer pour commercialiser. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour ça. On est une association. C'est notre mission. Donc voilà ce que je pouvais dire et je te laisse compléter. Non, mais j'ai pas à compléter. Donc maintenant, la parole est à vous. Qui a envie, quelles sont vos interrogations, n'hésitez pas. Si toutefois on arrive à garnir le segment en prix d'une huile entre l'UE et l'huile française, mais avec des qualités organoleptiques qui seront finalement l'équivalent des huiles UE, qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire, le consommateur, soit il est chauvin, il achète français, mais au niveau du gustatif, quel est l'intérêt? Alors, peut-être la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le consommateur a un intérêt pour la qualité gustative de l'huile d'olive qu'il achète? C'est une vraie question, puisqu'en fait, aujourd'hui, le premier critère, quand on demande spontanément à des consommateurs dans un rayon de supermarché quel est le critère de choix sur une huile d'olive, c'est le prix. Okay, et quand on demande, je ne vais pas citer de marque bien évidemment, à un consommateur si quand il a consommé une de ces huiles qui sont réputées lampantes par Que Choisir, il dit qu'il les a trouvées bonnes. La notion du goût et de la qualité. Donc on est en territoire complètement subjectif.
où effectivement, j'avais quelques slides à vous présenter. Nous, on a découpé finalement la clientèle en 6 catégories de consommateurs. De celui qui recherche l'économie à tout prix, au gastronome finalement très avisé, comme on pourrait retrouver dans le vin, etc. Des gens qui cherchent réellement la qualité organoleptique. Aujourd'hui, cette catégorie-là, elle est servie par les huiles de domaine françaises avec des AOP et clairement des qualités gustatives. J'ai quelques noms de domaines qui viennent en tête qui sont incontestables. Le reste est quand même globalement assez indifférent à l'aspect organoleptique, qui d'autant plus en France est réglementé de manière extrêmement sévère et qui conduit pour les producteurs locaux à devoir satisfaire aux obligations de ce qu'est une huile extra vierge, ce qui n'est pas d'ailleurs l'obligation à laquelle sont soumis ceux qui importent et qui réclameront, quand cette huile n'est pas classée extra vierge en test consommateur ou en test en magasin, expliqueront que c'est le distributeur qui l'a mastockée et que elle était sortant de l'usine d'où elle a été produite extra vierge et elle ne l'est plus au moment où on l'a testée. Nous, en tant que producteurs sur le territoire national avec une usine à Vitrolles, une à Salerne, et tous ceux qui ont des domaines ici, vous vous exposez à ce que la DGCCRF vienne de faire un échantillon et devra qualifier ce produit d'extra vierge aux sorties de vos moulins, ce qui paraît être assez normal. Mais il y aura une distorsion de concurrence s'agissant de ceux qui auront embouteillé en dehors du territoire national, puisqu'ils n'auront pas été contrôlés sortie usine par la DGCCRF. Donc sur ce sujet de la qualité, je vois pas en fait là. Qualité organo, hein, ouais. Et madame avait aussi un commentaire. Je pense que le consommateur a besoin d'être informé sur le produit parce que c'est un cercle vicieux, ça. Enfin, pas vicieux, vertueux plutôt. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus le consommateur connaîtra le produit, mieux il consommera aussi. Et donc, moi, je pense, on forme beaucoup avec Love, avec Alexandra et Cécile à la dégustation d'huile d'olive. Et en fait, on est confronté à des gens qui pensent qu'il y a une huile d'olive verte et une huile d'olive noire. Ils ne savent pas les 2000 variétés mondiales. Ils ne savent pas qu'on peut récolter en verre, en mûr, l'ardence. Enfin, il y a une méconnaissance par rapport aux produits. Ils peuvent citer des cépages dans le vin. Ils sont incapables de citer une variété d'olive. Donc, il y a vraiment un boulot de faire connaître le produit et de le mettre à la même valeur, au même niveau que le vin, au final. Je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, d'abord, je pense que c'est nécessaire. Vous avez raison. Ce besoin d'éducation, il est indispensable si on veut faire valoir effectivement nos atouts. Par contre, c'est un travail de très très longue haleine. C'est des dizaines d'années devant nous avant d'arriver là, et on touchera des pouillèmes, des tout petits pourcentages finalement des consommateurs, jusqu'à peut-être arriver, comme dans le vin, à créer ce lien entre terroir, qualité de l'oléiculteur, enfin le travail de l'homme quelque part, et puis l'organoleptique qu'on retrouve dans son produit. Mais on en est très très loin sur le. Je voudrais rajouter par rapport aux tarifs. Souvent les gens nous disent l'huile d'olive 15 € la bouteille c'est cher. Mais 15 € une bouteille de vin, ils vont pas trouver ça cher forcément. Donc il y a encore à 15 €, moi je fais pas ma sangria avec du vin, hein, donc c'est-à-dire que le problème c'est que l'huile d'olive est aussi utilisée autrement que pour de l'assaisonnement. Et c'est aussi un produit qui est bon pour la santé, qui va apporter. Je ne veux pas comparer les deux produits parce qu'ils ne sont pas vraiment comparables. Mais il y a encore un problème de prix. Absolument. Parce qu'il y a un manque de connaissances sur le produit, je pense. Prenez le micro quand vous parlez parce que pour l'enregistrement, sinon on n'entend pas. Juste pour répondre à monsieur, en fin de compte, on a une chose qui est vraiment très très importante et j'aimerais que la communication puisse encore aller plus fort là-dessus, c'est la France. Parce que sur des produits similaires, regardez les vins, le nombre de gens qui ne connaissent pas trop les vins, avec un même vin, avec 5 étiquettes différentes, vous pouvez avoir des prix qui vont 2, 3, 4, 5 euros. Nous, par expérience, on est dans un hypermarché à côté de chez nous et on fait aussi du remplissage pour certains moulins ou certains qui veulent faire leur propre marque. Je pense qu'on a dans un hypermarché à côté, on a à peu près 9 références. Les 9 références, c'est exactement la même huile d'olive, exactement la même. Et c'est vendu entre 10 € et 17 €. Donc ça veut dire que le consommateur, à un moment donné, c'est pas vraiment un spécialiste du goût. On peut l'éduquer, mais ça va prendre des années, des années, des années. Aujourd'hui, vous êtes là pour vendre un produit, vous êtes là pour gagner de l'argent.
Et sincèrement, si c'est la France qui nous a fait vendre, nous. C'est le Covid qui nous a fait vendre. Ça a été l'Espagne qui nous a fait vendre avec des prix très très élevés. Ça a été aussi le fait de se dire, bon, par le Mercosur, par autre chose, en fin de compte, les produits français sont meilleurs que les autres, donc on se rassure sur un produit français. Et ça, c'est très important. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas dire que je suis pessimiste, loin de là, parce que je veux dire, aujourd'hui, on a une très grosse part de marché. Mais le delta entre la communauté européenne et la nôtre est vraiment abyssal. Abyssal. Donc plus on parlera de l'huile d'olive française, et plus on arrivera à ce que le sieur, d'ailleurs, vende peut-être une huile française, parce que nous, on fait de la marque distributeur. Donc c'est vrai qu'une marque distributeur, quand on n'a pas de marque nationale, c'est plus difficile à tenir. Parce que normalement, une marque distributeur, c'est 20% moins cher qu'une marque nationale. Donc moi, je vous encourage à le faire. Dans combien de temps, j'en sais rien. Mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un marché, il y a un marché qui est fort, un marché de volume, je pense que c'est très compliqué, mais un marché local, il y a de la place pour tout le monde sur un marché local. Si vous faites, les gens sont fiers d'aller dans le moulin du coin, d'aller acheter son huile d'olive, de repartir avec. Là, il y a un marché. Par contre, le reste, c'est plus compliqué. Si je peux peut-être juste compléter deux tout petits éléments. Le premier, peut-être toujours sur ce sujet de la qualité, dire qu'effectivement, je pense qu'il faut pouvoir lier la qualité à une marque, à quelque chose qui existe déjà ou qui n'existe pas. On a longtemps parlé avec Olivier de Minuti, qui a réussi à agréger dans le vin finalement des producteurs qui, sur un cahier des charges, se retrouvent sur une marque. Peut-être le deuxième élément aussi, contrairement au vin, parce que je pense que la comparaison reste bonne, c'est que le lien entre rendement et qualité organo est beaucoup moins fort dans nos produits, dans l'olive, qu'il ne le serait dans le vin, et que du coup, le gros producteur en masse ne fait pas forcément un produit qui, du point de vue organo, est moins bon que le petit producteur. Donc la compétitivité, prix, la capacité à sortir un produit au juste prix de la parcelle, enfin, ou du moulin, est quand même assez déterminante. D'autres questions? Merci. Je suis tunisien. Donc, comme la Tunisie a une coopération avec l'Europe, il y a des accords entre l'Union européenne et l'Europe. Donc, cette année, la Tunisie a un record de production estimé à 500 000 tonnes qu'elle n'a jamais eu. Ils ont des difficultés, comme il y a un quota d'importation à peu près vers les 55 000 tonnes ou quelque chose comme ça. À peu près ça, quoi. Donc, les agriculteurs, ils ont des difficultés à... Je demande, la France, par exemple, elle produit entre 2 à 5% de sa consommation. Donc, je demande aux responsables d'augmenter un peu la capacité pour encourager les agriculteurs tunisiens. Donc, ils ont... Merci. Aujourd'hui, c'est les Espagnols qui... Si tu veux, je peux juste rappeler que donc il y a un quota d'huile qui est donc de 90 000 tonnes sans droit de douane pour entrer dans l'Union. Il faut savoir que la Tunisie est historiquement produit entre 150 et 250 000 tonnes. Oh, je suis pas sûr qu'on arrive aux 500 000 tonnes quand même, n'exagérons pas. Mais enfin, il y a une énorme récolte en Tunisie cette année. Mais c'est pas à notre niveau français que les discussions se porteront pour augmenter le quota. C'est un problème bruxellois. Des questions reviennent donc au sujet qui est alors, j'ai peut-être moi posé une question, je sais pas, à Mariana et à Christophe. Vous avez tous parlé de l'identité France, vous n'avez jamais parlé du bio. Est-ce que le bio
peut renforcer... Attends, Pascal, on va peut-être les laisser répondre. Est-ce que le bio peut renforcer ce segment, hein, donc on a évoqué plusieurs fois, intermédiaire, et est-ce qu'il a une vocation? Et toi, comment, alors déjà au Portugal, vous voyez ce marché bio? Bon, au niveau de Portugal, non. Nous avons une cote marché, ça se dit, market share. Part de marché très faible pour l'huile d'olive bio. Mais c'est une consommation croissante. Il y a des pays dans l'Europe comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres pays qui sont vers le bio complètement. Et on a la capacité pour envoyer de l'huile d'olive pour ces marchés-là. Mais je crois que c'est une tendance qui augmente en Europe. C'est une attente sociétale, on dit en français. Une attente sociétale qui est... Oui. Qui est une tendance lourde globalement, hein, pas pour l'huile d'olive. Hein, donc. Pas pour oui, c'est une chose globale. C'est pas seulement pour l'huile d'olive, mais pour l'huile d'olive, il y a des marchés qui sont pas là maintenant. Je crois que même en Espagne, il y a une très grande cote par marché de bio, mais c'est une tendance croissante. Ça, c'est inégalable. Christophe. Ouais, je confirme que le bio. Alors, faire du bio quand on est agriculteur et qu'on fait du colza, c'est très compliqué parce que c'est des cultures qui se prêtent quand même assez difficilement à des conduites extensives ou sans recours à la chimie. Pour certains, dans le vin ou dans l'olive, c'est quand même plus accessible et ça reste quand même un critère de qualité que le consommateur identifie comme justifiant parfois un prix plus élevé. Alors, ça peut être aussi un repoussoir. Hein. On a vu, y compris dans nos propres... je ne vais pas citer le produit. Moi, j'ai enlevé sur un produit... Tu peux, non, mais sur des produits, par exemple, d'une petite marque qui s'appelle Harry & Co, avec laquelle on travaille. Les produits étaient bio et en plein Covid, on a enlevé le label bio parce qu'il était signe de cherté pour le client. Hein. Donc, attention aussi à ce que, effectivement, le lien entre prix et bio ne soit pas fait de manière systématique. S'agissant de l'huile d'olive, je pense que c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment une forme de réassurance de ce que sur une gamme de prix, finalement, on puisse avoir finalement l'excellence d'un produit organoleptique, ça c'est clair, l'origine française, et le bio apporte, je crois, en fait, finalement, et conclut, peut-être pour le consommateur qui en a les moyens, le fait que finalement, mettre 18 € ou 15 € ou voilà, entre 15 et 20 € dans une bouteille, ça reste acceptable à ces trois conditions-là. Des questions? J'aurais aimé savoir votre scénario préférentiel sur la consommation et la production d'huile en 2050. Est-ce qu'on fera consommer de l'huile d'olive dans le monde ou est-ce qu'on prendra nous de l'huile de palme? Et sur la production, est-ce que l'Espagne aura monté de 10% ou baissé de 20%? Parce qu'il y a un producteur mondial. On l'a vu, une année de sécheresse, les prix fluctuent énormément. On sait qu'il y a un petit changement climatique à venir. Vous avez parlé d'influence positive pour la France. Je parlais plutôt d'influence moins négative parce que quand on a pris 6 fois du gel en 10 ans, je pense qu'on commence à le sentir passer aussi de manière un peu négative. Et voilà, s'il y a un pays producteur qui a un problème, ils baissent de 20% leur rendement sur 3-4 ans, le marché se retrouve bouleversé. Et est-ce que le marché ne va pas plutôt diminuer en quantité et monter en valeur? Voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. J'ai envie de dire presque la réponse est dans votre question. Hein. C'est vrai que... C'est ma réponse personnelle. Ouais, mais c'est clair que vous avez dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'aléa climatique devient un facteur de déstabilisation des marchés. Il n'en reste pas moins vrai que, et c'est pour ça que je m'adresse à mon collègue tunisien, là, qui en fait a su développer au Canada, aux États-Unis, voilà, une présence très forte. C'est vrai que le régime crétois méditerranéen est associé en fait à l'huile d'olive, et c'est vrai, hein, l'huile d'olive, pour tout un tas de raisons qu'on va pas débattre ici, mais est un produit premium, c'est le top. Je crois que dans les produits qui nous sont donnés à consommer, on fait difficilement mieux.
et que de plus en plus de consommateurs, y compris chinois d'ailleurs, qui raffinent, hein, vous verrez qu'ils aiment pas beaucoup le goût de l'huile d'olive, donc, mais ils savent que c'est bon pour leur santé, donc ils consomment de l'huile d'olive raffinée. Ça arrive. Donc il faut satisfaire tous les typologies de clients. Hein. Voilà. Et donc voilà, partout dans le monde, à partir du moment où il y a une classe moyenne qui se développe, ça fait partie de ces produits qui correspondent à une demande et qui tend aussi, hein, quelque part, la situation du prix, quand en face, les aléas climatiques font peser sur la production des aléas avec des déplacements. Et pour le coup, c'est vrai que je disais tout à l'heure que ce serait certainement moins pire en France, si je peux me permettre, qu'ailleurs. Ce sera pour le coup dans la région Aquitaine, en tout cas si on regarde les prévisions, plutôt meilleur. C'est-à-dire que les conditions dans certaines régions à nouveau plus septentrionales devraient être plus septentrionales, devraient être meilleures. Donc oui, on va rester dans un monde d'aléas qu'il faudra savoir gérer, et le prix reste malgré tout le principal outil de régulation face à des aléas dans un système tel qu'on le connaît. La question n'était pas anodine parce qu'elle provient d'un nouveau territoire oléicole. Mais qui est septentrional, donc bénéficiaire par certains points, mais sur le changement climatique, je pense que la partie aléa, on le voit sur chaque millésime qui est très compliqué, je pense qu'elle n'équilibre pas favorablement même des bénéfices pour nos régions septentrionales. Je compléterai alors la réponse avec la vision du COI par rapport à ta question. La vision du COI aujourd'hui, enfin des analystes du COI, Conseil oléicole international pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Aujourd'hui, je vous rappelle, Alexandra l'a dit tout à l'heure, 3 200 000 tonnes d'huile d'olive produites dans le monde, consommation d'à peu près 3 200 000, donc on est à l'équilibre. On est sur un marché après le petit coup d'arrêt lié à la sécheresse et donc à la faible production espagnole et à la montée des prix. On est toujours sur des pentes croissantes dans différents pays. Là, bien sûr, les États-Unis sont un des gros pays consommateurs. Aujourd'hui, c'est plutôt l'optimisme, c'est-à-dire que et la diversification. Et si vous devez retenir quelque chose d'aujourd'hui, on n'est pas en train de vous dire, il faut surtout pas planter d'oliviers. Il faut planter des oliviers intelligemment, progressivement, dans des conditions, et Ghislain l'a bien rappelé, n'allez pas faire des parcelles de 5 hectares, vous y boufferez vos brailles, comme on dit en Provence. Voilà, c'est ça, toute la difficulté. Vous savez, quand vous avez une niche, hein, on l'a tous vécu, et qu'on veut tous rentrer dans la niche en même temps, ça marche pas. Il y a un moment où la niche, il faut qu'on la fasse grandir petit à petit pour y mettre plus de monde dedans. Pascal l'a évoqué plusieurs fois, cette niche, elle va grossir. Mais elle ne peut pas doubler, tripler en 5 ans. Voilà, c'est ça, je crois, que le message fort qu'on veut porter. C'est-à-dire, c'est pas en train de dire, bien sûr que 3-4 000 hectares d'oliviers en plus, dans des nouvelles régions, dans de nouveaux contextes, etc., il y a de la place. 30 000 hectares, il n'y a pas la place. Voilà un peu l'esprit. Je crois qu'il y avait une question au fond. Un autre nouveau territoire oléicole. Bonjour. Ma question, elle est très simple. Pensez-vous que ce soit dans l'intérêt de l'oléiculteur français, le paysan, qui est en tout début de chaîne, d'alimenter les marchés de la grande distribution? J'en suis pas persuadé, étant donné que ce sont des secteurs qui sont avides de valeur ajoutée, et quand ils peuvent se l'accaparer entièrement, ils le font. La question est surprenante. Je suis du même côté du manche que vous, donc je vais laisser la parole à Ghislain. Je vous remercie de me passer la patate chaude. La captation de valeur, vous avez raison. Je vous dirais le contraire, vous pourriez me traiter de menteur. Pour autant, quand vous avez un produit qui est vendu à 75% par un canal de distribution et que vous le contournez, ben vous ne travaillez plus qu'à 25%. Bonne chance. Tu as tout dit. La problématique était exactement la même dans le vin. Je veux passer par les cavistes et surtout pas par la grande distribution. Très bien, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un raccourci un petit peu rapide, hein, mais bon. Si c'était que de la faute à la grande distribution, il n'y aurait pas autant de monde dans la salle, hein, à mon avis, mais bon. Ce n'est que mon avis. Non, ça dispense pas, quel que soit le canal de distribution.
je pense, de ce qu'une marque, en fait. La MDD n'incarne pas, en fait, le contenu, j'ai envie de dire, de la relation au terroir, de l'exclusivité, quelque part, du produit, n'est pas contenu par les marques de distributeurs. Je pense qu'il manque aujourd'hui, de mon point de vue, il manque une marque qui puisse justement encapsuler ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la qualité intrinsèque de nos produits nationaux. Et donc, il y a certainement une réflexion à porter là-dessus, sur la manière de porter ce message autour d'une filière oléicole française qui reste une filière d'excellence, accessible à un maximum de consommateurs. Et les canaux de distribution, ensuite, ça c'est... Je veux dire, la puissance des marques permet justement de rééquilibrer à un moment donné le rapport de force. Question. Un territoire traditionnel. Moi, je suis normand, alors je suis très très neutre dans l'affaire. Hélène nous redirige. Pas de questions, là? On a tout dit? Non, alors, moi, je vais en poser une quand même, parce que c'est vrai que, et par rapport à, qui est une des problématiques de notre filière, c'est les coûts de mise en marché, parce qu'on vous a parlé beaucoup de prix de revient, de prix de coûts de production, etc. Mais aujourd'hui, les coûts de commercialisation, est-ce que, à votre avis, alors c'est vrai que là c'est un peu Ghislain et Christophe qui peuvent nous répondre, à votre avis, jusqu'à quel niveau, et c'est un peu la suite de ce que tu as dit tout à l'heure, jusqu'à quel niveau le produit est capable de porter des coûts de commercialisation? Je ne sais pas lequel des deux qui commence. J'ai noté que quand la réponse était aisée, c'était pas pour moi. Mais c'est pas grave, j'assume. Il n'y a pas de problème. Effectivement, la formulation est parfaitement juste dans le sens où on a beaucoup parlé de la valeur du produit brut, de son prix dans les rayons, qu'il soit dans la grande distribution ou d'ailleurs, peu importe. Et on n'a jamais évoqué ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire les coûts de commercialisation, comme Olivier le souligne fort justement. Et malgré que ça déplaise à certains, là où vous écrasez le plus le coût de distribution, mais c'est en passant par la grande distribution, pas par la petite. Parce que par la petite, la valorisation faciale semble beaucoup plus intéressante. Sauf que quand on aligne tous les coûts qui amènent à cette distribution, ben, il y a une inflation des prix. Le modèle économique qui a été créé, il est simplement de supprimer un certain nombre d'intermédiaires pour diminuer les coûts de distribution. Avec, en parallèle, une captation de la marge qui, en valeur est faible, est importante multipliée par les volumes, mais qui facialement est faible. Le gain de la grande distribution, c'est que ça. Je suis né dans une épicerie. Donc je veux dire, j'ai tout entendu sur le sujet. Donc ça fait 50 ans que je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais le coût de distribution d'un produit tel que l'huile d'olive, c'est compliqué si on ne passe pas par des canaux à volume, d'avoir des coûts de distribution qui n'impactent pas de façon, j'ai envie de presque définitive, mais en tout cas très forte, le prix auquel cela va être ramené au public. Si on prend l'exemple du vin, puisque c'est un secteur que je connais bien, effectivement, chez le caviste, c'est vendu plus cher, etc. Bon, mais quand on met la marge du caviste, quand on met la marge de l'agent, du coût de distribution pour livrer 3 cartons, etc., ben on arrive à des prix qui sont prohibitifs ou des marges qui sont trop aisées, qui fait que vous voyez l'état de la bonne santé des cavistes aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas un jugement de valeur, je critique personne en disant ça, c'est factuel, quoi. C'est un réseau de distribution. Oui. À la fin, on revient quand même beaucoup à cette question de l'éducation, en fait, aux produits. Je pense du point de vue de ses qualités organoleptiques, du point de vue de son origine, de son terroir,
de ce qu'il a apporté aussi au territoire, hein, puisqu'en fait, c'est quand même une production locale qui crée des emplois, de l'activité, qui anime la ruralité, etc. Et puis éduquer aussi à la volatilité de ces marchés. On sait tous, pour ceux qui boivent un peu de Bourgogne, que les récoltes se suivent, se ressemblent pas, ni en volume ni en qualité. Et on est capable de le comprendre. Et on est capable de comprendre que l'agriculteur ou le viticulteur derrière a besoin de réajuster le prix pour pouvoir maintenir, lui, un revenu. Tout ça, aujourd'hui, est complètement occulté, je pense, dans le domaine de l'olive. Et que je pense qu'on a une responsabilité collective dans cette éducation qui permet aussi de vivre avec un produit qui finalement traduit, on a dit le réchauffement climatique, mais les aléas climatiques de manière générale, et qui vit à ces rythmes-là. Donc c'est un produit vivant, issu du vivant, exposé aux aléas de production. Et ça, il faudrait presque en être fier et être capable de le communiquer. Moi, j'exclus pas... c'est assez intéressant sur les matières premières. Souvent, il y a un gros bouquin qui sort tous les ans qui s'appelle Le Cyclope. Je me suis rendu compte que l'huile d'olive n'était pas dedans, alors que le vin est dedans, alors que l'automobile est dedans, alors que bien évidemment le pétrole, etc. est dedans. Et donc en fait, commencer par expliquer en fait quels sont les leviers qui conduisent à faire une huile de qualité, quel est l'impact de cette huile sur le territoire, et expliquer que finalement, en fonction d'une pression sanitaire, d'une pression des températures caniculaires ou d'un gel hivernal, la production varie. Je pense que ça fait partie aussi de ce qui construit l'acceptabilité finalement du prix d'un produit qui reste un produit premium. Oui, vas-y. En fait, oui, le calcul, malgré tout, il est assez simple, puisque le cours mondial de l'huile d'olive, il est aux alentours de 3 €. Le prix chez le distributeur, donc en grande distribution, on l'a dit tout à l'heure, c'est aux alentours de 9 €. Donc on est sur un facteur 3. En haies fruitières en France, on l'a dit tout à l'heure, on est en coût de production aux alentours de 6-7 €. Donc en fait, il faudrait, avec des marques propres, vendre aux alentours de 21 €. Et donc, pourquoi aujourd'hui l'huile qui est présente dans la grande distribution, elle est sous forme de marque distributeur? Parce qu'on s'affranchit de la force de vente. L'ensemble des enseignes sont obligées de l'avoir dans le magasin. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à passer avec des prix qui sont plus raisonnables. On économise sur cette distribution du produit. Donc, et ces marques distributeurs, elles ont un volume qui est malgré tout limité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'on peut peut-être monter jusqu'à 8-9 000 tonnes d'huile d'olive de France, mais c'est difficile de passer au-delà parce qu'à ce moment-là, il faut entrer dans le marché de masse et avec des marques propres. Et là, les coûts ne sont pas les mêmes et le prix de vente ne sera pas le même. Je voudrais juste rajouter un point qui n'a rien à voir avec le début de la conversation, mais qui est important, je crois, à souligner. Moi, je lis beaucoup de littérature, enfin de la presse espagnole, hein, pas la littérature. Si un journaliste fait la littérature, bon, excusez pour les journalistes qui sont dans la salle, mais bon. Bref, je lis beaucoup la presse espagnole et eux nous alertent sur un point. C'est que ils regrettent d'avoir depuis toujours axé leur production sur le volume et que sur le volume, et donc son corollaire, le prix. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec des niveaux de prix bas, trop bas à leur goût. Ils aimeraient que ces prix-là remontent, comme tout producteur, mais ils sont pénalisés par une image négative, on va dire, alors que les Italiens, qui sont pas mieux lotis et qui naturalisent pas mal d'huile quand elle franchit la Méditerranée, je l'assume, on est d'accord, merci. Bêtises mises à part, eux ont gardé une image de tradition, d'excellence, et donc arrivent à valoriser et à avoir des prix beaucoup plus élevés, alors que le produit, d'un point de vue organoleptique, est strictement le même, voire en dessous. Mais donc, fort de ce constat, de dire en France, je pense qu'il est important que l'on préserve l'image de qualité de l'huile d'olive française pour justement que tous les acteurs du marché en bénéficient au moment de la commercialisation et ne soient pas tirés vers le bas par les cours mondiaux qui
en aucun cas tiennent en compte de la qualité du produit. Et l'exemple de production de l'autre côté de la Méditerranée en sont un exemple. Et qu'il faut que l'on préserve cette identité française en montrant que l'huile d'olive française est une huile de qualité, une huile premium, et que c'est ce qui permettra à chacun des oléiculteurs du pays de bien en vivre ou d'en vivre le mieux possible. Bien, soyons pas fous, quoi. Il m'a spolié ma question parce qu'en fait, alors je m'adresse un peu à tout le monde, mais peut-être au président et au trésorier de France Olive. Quand on voit que majoritairement, pour pas dire plus de 95% de notre oliveraie française est détenue par des traditionnels, parce que la France, c'est aussi la polyculture, et non pas comme de l'autre côté des Pyrénées, la monoculture. Comment est-ce que nos petits producteurs, qui n'ont pas des fonds d'investissement comme les gros producteurs, peuvent cohabiter et que chacun ait sa juste place dans ce marché de l'huile d'olive français? Je vais juste, peut-être en rebondissant, je vais juste rebondir parce que je pense que c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit Guylain, c'est le fait que l'Italie a réussi à créer sur l'huile d'olive une marque. C'est-à-dire qu'ils sont réussis, grâce à leur origine, à faire accepter que finalement, cette huile d'olive italienne arrive à se soustraire à la volatilité du marché et à ce qu'elle vaille, quelles que soient les récoltes mondiales, une prime, puisque finalement, alors que le marché mondial est descendu effectivement dans les 3 €, les Italiens sont restés à 9. Et donc, ils ont vraiment réussi à le faire. Et ils ont réussi à faire, finalement, ce qu'ils déplorent par ailleurs, c'est finalement ce que nous, on a réussi à faire en vin. C'est-à-dire que ce qu'on trouve de l'autre côté des Alpes, en fait, est exactement symétrique. C'est-à-dire que l'origine France est une marque pour le vin français, là où l'origine italienne est une marque pour l'huile d'olive italienne. Je dirais même que c'est l'origine, c'est pas seulement pour l'huile d'olive. Il profite d'une image italienne, soit dans le design, soit dans d'autres, qui aide ajoute valeur à tout le reste. Et vous avez aussi, de mon point de vue, un grand avantage avec la marque France, parce que tout le monde connaît. Sinon l'huile d'olive, mais les choses françaises sont bien, elles ont des valeurs pour le consommateur mondial et même et ça c'est un grand asset, je sais pas comment ça se dit. Mais les Italiens, ils ne font pas rien grand chose pour l'huile d'olive. Les Espagnols, par exemple, ils font des campagnes. Il y a des 20 années qu'ils investissent millions et millions d'euros pour la promotion de l'huile d'olive. Ils n'arrivent pas. Et les Italiens, ils mettent 0, je crois, ou proche de 0. Pas tout à fait. Mais les Italiens sont les Italiens. C'est le Ferrari, c'est surtout les Dolce Vita. C'est le glamour, c'est ça. C'est de la Dolce Vita. C'est ça qu'on doit apprendre avec. Mais vous êtes très bien coloqué pour ça. Mais juste pour comparer, pour illustrer tes propos, et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a 15 ans quand on a fait faire des études à Ernst & Young et où on avait fait des tables consommateurs. Et vous aviez donc notamment, ça m'avait marqué parce que c'est une table consommateur à Lille. Question posée aux consommateurs, donc les tables consommateurs, vous avez 9-10 consommateurs à qui on va. Et question, la France est-elle productrice d'huile d'olive? Réponse des consommateurs à quasi-unanimité, non. 5 questions après, la Provence est-elle productrice d'huile? Quasi-unanimité, oui. Vous voyez, et ça m'a marqué parce que ça m'a fait prendre conscience de la faiblesse dans l'huile d'olive. C'est-à-dire qu'à un moment, un consommateur, il associe un produit à un nom. On l'a dit, l'Italie, la Grèce, pas l'Espagne, pas le Portugal. L'Italie, la Grèce, c'est l'huile d'olive. La France, c'est le vin. Alors si, la Provence, c'est l'huile d'olive. Les Baux-de-Provence, Nyons, mais Nîmes n'est pas l'huile d'olive. C'est un de nos problèmes sur cette AOP, c'est que dans la tête du consommateur, Nîmes, c'est la brandade, c'est... Vous voyez? Et ça, c'est un de nos problèmes permanents
d'image, alors qu'il faut qu'on arrive à faire bouger, notamment dans l'huile d'olive, mais on part avec un handicap par rapport à nos amis italiens. Christophe. Ça répond exactement à la question qui était posée. C'est qu'en fait, finalement, à défaut d'une marque France sur l'huile d'olive, il va falloir en inventer une qui porte en fait tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. La qualité de nos produits, nos paysages, nos paysans, le respect aussi d'un certain nombre de principes culturels. On a dit qu'on s'interdisait un certain nombre d'ultra intensifs, etc. Donc ça se vend aussi auprès des consommateurs, je crois. Le bio. Donc tout ça, en fait, il faudrait l'encapsuler de façon à ce que ce soit à nouveau un signe que le consommateur soit capable de reconnaître et donc de rémunérer. Alors, je vais quand même compléter la réponse à la question d'Hélène. À la fois dans ta question, et je vais juste essayer de vous expliquer ce que j'appelle les oléicultures modernes. On parlait de nouveaux territoires oléicoles, les oléicultures modernes, et les oléicultures vieillissantes. Quand j'ai démarré il y a 30 ans, l'Espagne et l'Italie, c'était 700 000 tonnes chacun. C'est la même production. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est 1 500 000 tonnes. L'Italie, c'est, allez, quand on est optimiste, 350. Vous voyez le gap. On a parlé de 500 000 tonnes en Tunisie. Qui imaginerait que l'Italie ne soit pas à ce niveau-là? Et pourquoi je parle d'anciennes et de nouvelles oléicultures, et la Grèce fait partie des anciennes, c'est que l'Italie n'a pas pris le virage de la haie fruitière. Il est en train de la prendre, mais il ne l'a pas pris. Vous avez entendu ce que disait Mariana tout à l'heure, 25% de la surface de l'oléiculture portugaise fait 80% de la production du Portugal. Et ça, c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête parce que, et ça répond en partie à ta question, c'est-à-dire, et c'est une question que les Italiens se posent aujourd'hui, doivent-ils, j'étais en début d'année, justement quand on travaille avec le groupe Avril sur nos réflexions, on est allé à Ombrie, où il y a la marque Costa d'Oro, on a rencontré les producteurs. Les gars, ils vous disent, vous voyez, alors on avait des magnifiques oliveraies, sur des coteaux, je dis, mais putain, ça doit vous coûter un pot du cul de ramasser ça. Ah, mais on les ramasse pas. On touche la PAC. Vous voyez le côté, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une part d'oléiculture italienne qui fait du paysage, magnifique, mais qui n'est plus économiquement rentable. Et donc, par rapport à ta question, c'est vrai que nous, ce que l'on essaye de faire au sein de France Olive, c'est de préserver, et c'est le boulot qu'on a fait avec Christian Telade en accompagnant les 10 AOP, puisque la 10e, je l'espère, va naître l'année prochaine, la dernière AOP, qui est l'huile d'olive du Roussillon. On a accompagné pour structurer, pour protéger cette oléiculture traditionnelle, qui n'est rentable qu'à des prix de 25-30 euros le litre. Il faut arrêter, ça peut pas être en dessous. Et je dis rentable, j'ai pas dit gagner de l'argent. Hein, on se fait pas les couilles en or, je peux vous le dire. Hein. Moi, mes 20 hectares d'olivier, c'est jamais là que j'ai gagné ma vie. Hein. Heureusement que j'ai les vignes. Hein. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On dit, ouais, t'as vu le prix, 30 euros le litre. Oui, combien ça m'a coûté de le produire, de le mettre en bouteille, de faire la communication, enfin, ce que expliquait Justin tout à l'heure. Donc tout ça pour répondre à ta question, dire que aujourd'hui, oui, on va accompagner 2 oléicultures complémentaires. Et ça, c'est un débat qu'on a avec Laurent, on est toujours d'accord sur ce point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mauvais fruitières et les bonnes traditionnelles. Chaque oléiculture a le droit d'exister et elle a le devoir d'exister parce qu'elle répond chacune à un marché différent, à un type de produit différent, à une identité différente. La traditionnelle qui fait nos... J'aime bien quand elle parle de 50 000 hectares, vous ne les trouverez jamais en France. Hein. Si, ils sont abandonnés. Il y a 25 000 hectares en production aujourd'hui. Il y a 25 000 hectares de traditionnels en AOP avec des marques de moulins et il faut que ça perdure et on fera tout pour qu'il perdure. Qui font les 3 000 tonnes qu'on vend, plus les 2 000 tonnes que nos oléiculteurs familiaux. T'es encore dans la salle là que j'ai cité? Non, parce qu'il y en a un il a raison, qui nous tente sur la notion d'oléiculteur familial. Moi, je dis oléiculteur de piscine, c'est moins joli. Ben oui, c'est les 4 oliviers que vous avez autour de la piscine que vous portez dans un moulin. Vous savez quand même, et juste,
la filière oléicole française, 40 000 personnes passent la porte d'un moulin tous les ans. Je pourrais dire, il y a 40 000 oléiculteurs, il y a 40 000 personnes qui passent la porte. Quand vous arrivez à une activité oléicole chez Agreste, ça a été dit tout à l'heure, je n'ai pas repris, il n'y a pas 9 000 oléiculteurs professionnels. Il y a 9 000 agriculteurs qui déclarent une activité oléicole secondaire. Quand j'arrive au FMSE, c'est-à-dire ceux qui payent la redevance pour mutualiser les risques sanitaires, à la MSA, j'ai plus que 4 000 qui déclarent une activité oléicole. Et je vais vous dire, on est moins de 1000 oléiculteurs. Et quand je dis moins de 1000, je pourrais dire moins de 500 qui avons plus de 10 hectares d'oliviers. Donc voilà, c'est ça la filière française aujourd'hui. Et cette filière française à côté, ben, il faut qu'on construise une filière forte, une filière de haies fruitières, qui aille aider des zones en difficulté, comme la Gironde, comme l'Aude, qui ont besoin, comme les PO, qui ont besoin aujourd'hui de retrouver une vie. Mais le message principal qu'on veut vous porter aujourd'hui, c'est pas 50 000 hectares. Hein. Si vous plantez 50 000 hectares, la baudruche, elle va exploser. Et ce jour-là, et c'est là aussi le message fort, c'est que ni Laurent ni moi, on veut vous voir arriver en disant, vous auriez pu nous le dire. C'est ça, je voudrais que, s'il y avait un message à passer aujourd'hui, qui est le message qu'on veut porter, c'est-à-dire, oui, progressons, diversifions. Il y a d'autres cultures. Moi, je rêve d'avoir une interpro des plantes pérennes méditerranéennes. C'est-à-dire que dans un même lieu, on parle olivier, amande, pistache, grenade, kaki. Il y a, qu'est-ce que j'oublie hein, c'est déjà pas mal. Si, le jujubier. Attends, les vieux, moi quand j'étais gamin, tous les jardins, on avait un jujubier, un kaki. Et on mangeait des jujubes et des kakis. On pourrait, bon, voilà, mais qui sont et qui doivent constituer une économie complémentaire et qui doit venir peu à peu se substituer à la vigne parce que vous pourrez tourner les choses. C'est pas une question de dire on éduque. Le fond du sujet, il est sociétal. On perdra 250 000 hectares de vignes d'ici 2030. 250 000 hectares. Aujourd'hui, on parle de 90. C'est enregistré, donc vous pourrez dire, tiens, il a dit une connerie. J'aimerais me tromper. Hein. C'est pas que je veux dire qu'on va perdre 250 000 hectares, mais c'est sociétal. C'est sociétal. Quand vous avez 60% du vin consommé en France, qu'il est par 17% de la population qui a plus de 65 ans, ben, je veux dire, ce chiffre-là, il vous dit tout. Et c'est pas de dire il faut faire de la promo. Bien sûr que ça serait bien de pouvoir faire un peu de promo, ce serait bien d'accompagner. On fait ça tous les jours. Moi, dans mon interpro viticole, tous les jours, on parle de communication. Mais soyons réalistes. Il y a un phénomène sociétal, il y a un désengagement, une déséducation. Enfin, on pourrait y passer 2h30 et nous n'avons pas le temps. Là, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je voulais. Mais franchement, voilà. Et aujourd'hui, ben, il faut qu'on apprenne à travailler sur les autres produits et ces autres filières. Laurent, je t'ai un peu squeezé. Je te laisse dire le mot de la fin. Quand même. Bon, le mot de la fin. Donc, oui, non, en fait, le constat qui a été fait dans les années 80, qu'il ne fallait pas qu'on aille se battre sur le prix, mais qu'il fallait qu'on se différencie, il est toujours valable. Et aujourd'hui, le défi, c'est de créer ce marché intermédiaire. Ça n'a pas marché jusqu'ici, mais on le sait aussi que dans le commerce, bah, on essaye beaucoup de fois, et puis il y a un moment donné où il y a les conditions qui sont réunies et on arrive à le créer. Donc je sais que le Sieur a plusieurs fois essayé de commercialiser des marques, enfin de créer des marques avec de l'huile de France. C'était peut-être pas le bon timing. Peut-être que ce timing il va arriver. Il faut qu'on y travaille tous collectivement. France Olive, c'est justement l'objectif, c'est une interpro qui est collective, et donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Pour répondre à la question qui a été posée ici tout à l'heure, qu'il faut qu'on communique encore plus sur l'origine France, oui, on a créé des AOP, il faut qu'elles servent à tirer vers le haut le marché. Derrière, il faut qu'on communique sur l'origine France pour arriver à créer ce marché intermédiaire. Là, on a réussi à décrocher un appel à projet, donc Enjoy is from Europe. On a 1 million d'euros sur 3 ans pour la communication, donc on va s'employer à le faire.
Et voilà, et on se donne rendez-vous dans 2 ans et au CITEVI, et on fera le point sur les 2 années écoulées et sur voilà, la direction qu'on a prise. Et rendez-vous dans 2 ans.